Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà, bienvenue à cette édition de la Tisane Philo, Vincianisme 42. Aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur l'identité, un sujet à la fois complexe et fascinant. Bien que je ne puisse prétendre détenir une position unanime approuvée par les connaissances actuelles, j'aimerais tenter par mes moyens de dissiper certaines zones d'ombre et malentendus entourant l'identité sexuelle et l'identité de genre. N'est-ce pas là la mission perpétuelle de la pensée, explorer les mystères de notre vie commune, savourer les éclairs de compréhension et poursuivre le voyage sans fin? Vous êtes en compagnie de Jean-Luc Ardite à la technique et de moi-même au micro. Je vous promets que le prochain vincianisme abordera un tout autre sujet, délaissant pour un temps la question de l'identité. Nous allons commencer doucement en abordant l'identité sexuelle, avant de poursuivre avec l'identité de genre. Enfin, je partagerai avec vous un livre qui m'a beaucoup touché sur ce thème, ainsi que mes réflexions toujours provisoires. Donc, on commence avec l'identité sexuelle et la perpétuation des espèces. La notion d'identité sexuelle, en rapport avec la perpétuation des espèces, est un sujet complexe et intensément débattu en biologie. Traditionnellement, l'identité sexuelle se définit par un ensemble de caractéristiques biologiques déterminées par les chromosomes sexuels XX pour les femmes, XY pour les hommes chez les mammifères, et les hormones sexuelles influençant le développement des organes génitaux. La reproduction sexuelle est cruciale pour la perpétuation des espèces et l'identité sexuelle joue un rôle clé dans ce processus. Cependant, des recherches récentes révèlent que cette vision est quelque peu réductrice. Par exemple, chez certains rongeurs japonais, le chromosome Y, traditionnellement associé au mâle, est en voie de disparition. Ça, c'est vraiment intéressant. Ces rongeurs ont développé des mécanismes alternatifs de détermination sexuelle, permettant toujours la reproduction, prouvant que l'identité sexuelle est plus flexible et adaptable que ce que l'on croyait, même dans la nature. Certaines approches philosophiques et scientifiques proposent une vision constructiviste de l'identité sexuelle. Elles suggèrent que cette identité n'est pas seulement une donnée biologique figée, mais aussi influencée par des facteurs sociaux et culturels. L'identité sexuelle serait donc à la fois un construit social et une réalité biologique, ajoutant ainsi une couche de complexité. Un point de vue fascinant est d'examiner si l'identité sexuelle peut être vue comme une énergie des espèces vivantes. Les physiologistes définissent les êtres vivants par un ensemble de flux de matière et d'énergie permettant leur croissance, leur organisation, leur reproduction, moi je dirais persévérer dans leur être. Ainsi, l'identité sexuelle pourrait être considérée comme une expression de l'énergie vitale nécessaire à la reproduction, car elle détermine les rôles reproductifs et les comportements associés. Bien que l'identité sexuelle joue un rôle majeur dans la perpétuation des espèces, sa manifestation et son impact peuvent varier largement parmi les différentes espèces et être influencés par une multitude de facteurs biologiques comme sociaux. Eh oui, maintenant nous abordons l'identité de genre. La théorie du genre, gender theory, est un paradigme académique et social qui explore la manière dont les identités et rôles de genre sont construits et perçus dans différentes sociétés. Elle examine les distinctions entre le sexe biologique, état de mâle ou de femelle, déterminé par la génétique et la physiologie, et le genre, les rôles, comportements et identités attribués par la société. La théorie différencie le sexe qui est biologique et le genre qui est socioculturel. Le genre est un construit social, influencé par les normes et attentes de la société. Par exemple, alors que le sexe détermine les caractéristiques physiques, le genre concerne les rôles et comportements attendus des individus en fonction de leur sexe.
Un concept clé développé par la philosophe Judith Butler est que le genre n'est pas quelque chose que l'on est, mais quelque chose que l'on fait. Les identités de genre sont créées par des actions répétitives et performatives validées ou refusées par la société. Par exemple, les styles vestimentaires, les expressions comportementales et les interactions sociales créent et maintiennent les identités de genre. La théorie du genre ne peut être isolée des autres axes d'identité qui influencent les expériences individuelles comme la race, la classe sociale, la sexualité, l'âge, etc. L'intersectionnalité, c'est ça qu'on a donné comme terme à cet ensemble, elle est théorisée par Kimberlé Crenshaw, souligne que les différentes formes de discrimination et d'oppression sont interconnectées et ne peuvent être étudiées isolément. Contrairement aux vues traditionnelles du genre comme binaire, homme versus femme, la théorie du genre met en avant la fluidité du genre. Elle reconnaît que de nombreuses personnes peuvent s'identifier en dehors de ce schéma binaire strict. Des termes comme non-binaire, genderqueer et fluidité du genre émergent pour décrire ces identités. Les théories de genre influencent les politiques éducatives et de santé, remettant en question les normes de genre traditionnelles et proposant des approches plus inclusives. Elles interrogent les attentes et dynamiques dans les relations traditionnelles, ouvrant la voie à une plus grande diversité dans l'expression et la vie des identités de genre. Les législations et protections légales sont de plus en plus influencées par les perspectives de genre, avec de nombreux pays adoptant des lois pour protéger les droits des personnes transgenres et non-binaires. Certains critiques arguent que la théorie du genre peut minimiser ou ignorer les aspects biologiques des différences de sexe ou qu'elle pourrait être perçue comme une idéologie imposée. Cependant, ces défenseurs soulignent l'importance de comprendre comment les constructions sociales influencent les identités et les dynamiques de pouvoir. En troisième partie, continuons notre réflexion sur l'identité de genre et défendons les minorités sexuelles ainsi que toutes les nuances de genre, tant du point de vue juridique qu'en adoptant une attitude d'accueil aimante. Pour ce faire, je vous recommande le livre de Catherine Stock intitulé Material Girl, publié aux éditions H&O. Je considère cette réflexion comme une voie du milieu, entre guillemets, entre les défenseurs de l'identité sexuelle biologique et ceux de l'identité de genre, dans l'espoir de s'éloigner de toute agressivité. Je vais vous en lire simplement la quatrième de couverture. Bien sûr, ce livre n'est pas pour adopter les idées de l'autrice, mais plutôt nous aider à éclaircir les nôtres. J'espère, même en n'étant pas un expert en la matière, avoir apporté quelques éclairages raisonnables. Alors, le quatrième de couverture de Material Girls, qui est très bien fait. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? Depuis les années 2000, un précepte de la théorie du genre soutient que ce n'est plus le sexe biologique, ni même le rôle social qui fait qu'une femme est une femme, ou un homme, mais son identité de genre. L'affirmation par le langage d'un sentiment d'appartenance consacre ainsi le genre et donc l'identité humaine tout entière. Une personne peut, de ce fait, présenter des organes génitaux masculins pourvu qu'elle ait une identité de genre féminine, autrement dit, pourvu qu'elle se sente femme, elle sera pleinement femme. Les répercussions de cette doctrine affectent les femmes biologiques dans différents aspects sociétaux. N'oublions pas la lutte des classes et l'oppression des femmes, que ce soit dans des espaces réservés aux femmes comme les vestiaires ou les prisons, les compétitions sportives ou la collecte des données économiques et sociales. Cet ouvrage examine les idées philosophiques qui ont conduit à cette situation, depuis la fameuse phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », et argumente en faveur d'un féminisme matérialiste. Kathleen Stock défend l'idée que la prise en compte du sexe biologique est au fondement du féminisme, que les dérives idéologiques de groupes identitaires trans nuisent aux femmes
et plus généralement à la société, et que la défense des droits des minorités sexuelles pour laquelle elle-même combat ne peut en aucun cas passer par une idéologie agressive faisant fi des réalités biologiques. Et on va continuer, là c'est plutôt mes réflexions toujours provisoires sur la diversité sexuelle. J'espère sincèrement avoir apporté quelques éclairages sur cette question qui mérite toute notre attention. La diversité sexuelle est un bienfait de la nature, une forme de biodiversité humaine. Elle désigne aussi le sentiment intime d'une personne d'être un homme, une femme ou une des innombrables identités de genre échappant à la binarité. Être bizarre est bénéfique. D'ailleurs, le terme queer, qui signifie étrange, bizarre, donc en anglais, a été réapproprié pour unir toutes les personnes non hétérosexuelles et non cisgenres. Là, c'est encore un nouveau mot. Cisgenre signifie tout simplement que les personnes dont le genre déclaré correspond simplement à leur sexe de naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement. Pour celles et ceux que cela intéresse, l'acronyme LGBTQ2S+, signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, en questionnement et bispirituel, etc. En 2022, on comptait déjà 72 identités de genre, des nuances de genre échappant à la binarité classique. Au fond, cette question d'inclusivité naturelle devrait être si évidente qu'elle ne devrait pas poser de problème pour vivre ensemble. Soyons juste attentifs car nous connaissons de nombreux exemples de récupération des causes progressistes par le capitalisme et faisons aussi attention au décalage entre les actes réels et les discours. Néanmoins, il est temps de trouver une nouvelle définition dépassant simplement la distinction entre sexe et genre, une définition indépendante tant de la réalité biologique que d'un construit social, et continuer à défendre la diversité et l'inclusion qui devraient être naturelles. L'important, c'est de réunir ceux qui étaient part et s'engager, sans idéologie, à résoudre, du moins en partie, nombre de problèmes de notre cohabitation dans l'équité et la tolérance et un état de droit qui protège véritablement toutes et tous et autres. Pour conclure, une déclaration d'amour d'une grand-mère à sa petite-fille qui, il y a un peu plus de mois, était encore son petit-fils. Mon esprit et mon cœur ont entamé leur transition vers cette nouvelle toi. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.